Comment ils vont? Aujourd'hui est un jour un peu spécial parce que je me présente devant vous avec une nouveauté. Et oui, je vous l'avais annoncé pendant l'hiver et ce début de saison. En 2023, il va y avoir de nouvelles choses. Et figurez-vous que la première est là. Vous l'aurez deviné, c'est un nouveau format qui perso me fait vraiment kiffer. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter mon premier format podcast vidéo et audio que vous retrouverez sur ma chaîne une fois par mois. Je ferai le max pour respecter cette fréquence. Il sera disponible également en audio sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez probablement. Donc Spotify, Acast, Apple Podcast, tout ça. D'ailleurs, si vous voulez passer me voir, il y a déjà des choses sur la chaîne. Abonnez-vous et vous aurez les versions audio dès qu'elles seront dispo. Ce format se nomme Radio Check Podcast. Je voulais un nom qui symbolise un échange. Et comme il est possible qu'on ait des invités qui ne parlent pas que français, je voulais quelque chose qui soit un peu passe-partout. Sans plus attendre, je vais vous présenter mon premier invité sur ce podcast. Et je peux vous dire que je ne suis pas peu fier d'avoir commencé avec lui, parce que c'est un monstre en fait. 40 ans en Formule 1, dont 25 ans à la FIA. Il a côtoyé les plus grands de toutes les époques. Il a presque tout vu, presque tout vécu en ce qui concerne la F1. Dans ce podcast, on va parler de sa vie, de son expérience à la FIA, de la F1 d'aujourd'hui et de demain, des pilotes qu'il a côtoyés. Et vous allez voir qu'il nous lâche quelques petites bombes quand même. Pour être au courant de ce qui arrive, abonne-toi, lâche-moi ton meilleur pouce bleu, dis-moi ce que tu penses du format en commentaire, laisse-toi aller tranquille et passe une bonne vidéo. Mesdames et messieurs, pas de béard. Pat, comment ça va? Ça va très bien. Je suis vraiment content qu'on fasse cet échange aujourd'hui, cette petite interview tous les deux. Faut dire qu'en fait, il y a un an, on avait essayé de la faire cette interview, on n'avait pas pu à cause d'un problème technique. Malheureusement, on avait mal branché le micro. Tu vois, j'ai appris, c'est pas la première qu'on fait, mais voilà, j'ai appris des erreurs et je suis vraiment content qu'on puisse la faire ensemble. Écoute, nous, on se connaît, Pat, puisque on s'est rencontrés quand j'étais stagiaire à la FIA. Oui. Moi, je faisais mon stage de 6 mois. Toi, tu finissais ta carrière là-bas. Exact. On a passé pas mal de temps ensemble. Tu m'as aidé pour quand j'écrivais mon mémoire. On racontait pas mal d'histoires que j'ai adorées. Et du coup, c'est pour ça que je voulais faire partager tes histoires à mes abonnés, aux gens qui voient cette vidéo. Ça va, très bien. Donc du coup, toi, Pat, 25 ans à la FIA. Oui. Combien en Formule 1? En Formule 1, ça fait à peu près 40 parce que j'ai été une bonne vingtaine d'années avant photographe indépendant. Et je faisais beaucoup de Grand Prix. Combien? Je sais pas, j'ai jamais vraiment calculé, mais pratiquement entre 77 et 93, je faisais pratiquement toutes les saisons. Les saisons, pas souvent complètes, mais je les ai faites toutes entre 77 et 93. En 94, j'étais engagé à la FIA. 94, t'es engagé à la FIA, du coup, moi tu m'as déjà raconté cette histoire. J'adore cette histoire. Est-ce que tu peux nous la raconter pour les gens qui nous suivent? Bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais photographe indépendant, on avait beaucoup de soucis d'organisation, si tu veux. Il n'y avait pas d'interface, pas de relation, d'interrelation entre les organisateurs, les photographes, qui sont par nature très indépendantistes. Et on avait des problèmes de portes fermées, de machin, de pas d'accès à ceci, pas d'accès à cela, les passes qui ne vont pas, les passes qui étaient... Bon bref, à la fin de l'année 93, j'ai écrit à la FIA, au président de l'époque, qui était Max Mosley, je lui ai fait une liste des problèmes qu'il y avait pratiquement circuit par circuit, en lui disant, écoutez, à la fin, je lui ai dit, écoutez, il nous faut quelqu'un qui fasse l'interface entre la FIA, les organisateurs et les photographes. Et si vous pensez que je suis capable de le faire, j'en serais ravi. Si vous trouvez quelqu'un qui a plus de compétences, je m'inclinerai. Donc toi, tu as fait une proposition à Max Mosley pour créer un job pour encadrer en gros le métier de photographe en Formule 1, c'est ça? C'était un peu une bouteille à la mer. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que ça, c'était l'hiver, l'intersaison entre 93 et 94. Et à ce moment-là, Alain Prost, il a essayé à Estoril une McLaren équipée d'un moteur Peugeot, qui était... c'était un peu bancal, hein, mais bon, pour nous, c'était important. On était quoi, 4 photographes, hein, on n'était pas vraiment très nombreux. Sur place? Sur place, ouais. On était 3-4 photographes. Je rentre d'Estoril, et ma femme me tend un fax de Max Mosley me disant nous sommes d'accord avec votre proposition, venez nous voir au bureau. Faut-on dire que le lundi matin, j'étais à 8h30 dans le bureau de la FIA. Petit stress. J'étais au garde à vous. Et le secrétaire général de la FIA, qui est un garçon charmant à l'époque, ils ont changé depuis, mais il me dit, écoute, voilà, on est d'accord, on va te donner 4 courses pour voir ce que tu sais faire. Et en 94, les premières courses, c'était Interlagos au Brésil, la première course. Deuxième course à Aida au Japon, on ne me demande pas pourquoi ils ont été là-bas.
Troisième course, c'était Imola. 1er mai 94 à Imola. Les gens qui connaissent la F1 se souviennent malheureusement de ce très triste... Même ceux qui la connaissent pas s'en souviennent. Et si tu veux, ce jour-là, malheureusement, ça a été... Quand les gens me parlaient à l'époque, ils m'ont dit il faut qu'on fasse des managements de crise et tout. Je leur dis écoutez, avec l'accident d'Ayrton, les managements de crise, j'ai eu ma dose. Hein. Surtout que nous, 15 jours après, à Monaco, c'est Vandinger qui se met dans le mur et il a failli y passer lui aussi. Hein. D'ailleurs, pour rappeler le week-end noir à Imola, c'est l'accident de Barrichello en essai libre. Ouais. Malheureusement, le décès de Roland Ratzenberger en qualification. Exact. Et Ayrton Senna le dimanche. Le dimanche matin, le dimanche après-midi. Exactement. Du coup, toi, tu es sur place, tu es en période d'essai. En période d'essai. Et tu dois faire tes preuves. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est le plus drôle, c'est que... Enfin, le plus drôle, excuse-moi, je ne devrais pas dire ça, mais quand je suis rentré au bureau le lundi matin à Paris, j'ai demandé au secrétaire général de la FIA, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'après Monaco, je continue, j'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Et il me regarde et il me dit, Pat, tu crois pas qu'on a assez d'emmerde, excuse-moi l'expression, en ce moment, avec ça? Il m'a dit, écoute, laisse tomber, écrase, continue ton job, on verra après. Et puis ils m'ont gardé cette année-là, et puis les 25 années derrière. Le truc, c'est que, ayant connu la période d'avant, c'est-à-dire quand j'étais photographe, la période ce qu'on appelle la période Senna ou Senna Pros, j'étais dedans jusqu'au cou. C'est toujours très difficile. Moi, j'avais un principe un peu idiot. Je voulais essayer de pas trop être ami avec des pilotes, parce que personnellement, ça m'aurait été très difficile. Et donc, j'ai essayé de toujours avoir des distances un peu. Moi, j'étais photographe, eux, ils étaient pilotes. Et basta, hein, c'était comme ça. Et t'avais pas besoin d'être un peu proche d'eux quand même quand t'étais photographe pour pouvoir avoir les photos que tu voulais? Et j'imagine qu'il y en a qui le font. Bien sûr, avec Alain, on a fait des... Senna, c'était très compliqué déjà parce qu'il avait des contrats avec Sigma, avec machin, enfin bon, bref. À l'époque, il y avait moins de barrages qu'il y a maintenant. Ouais. Il y avait moins d'attachés de presse, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de directeurs commerciaux, etc. Donc on était un peu... Plus libre peut-être. On était un peu libre. Si tu veux, par exemple, chez McLaren, on allait voir Ramirez et on lui demandait, le team manager, le Mexicain, et on lui disait, écoute, on a besoin de ceci ou cela, est-ce qu'on peut t'emprunter le casque d'Alain? Est-ce qu'on peut t'emprunter le casque de Senna pour faire des photos, etc. Là-dessus, j'ai une anecdote, si tu veux, mais bon... Vas-y. À l'époque, on faisait les photos des pilotes, des casques, et ce qu'on avait dit, parce que j'en étais 2 ou 3, on s'est dit, on va mettre les casques d'Alain et d'Ayrton face à face comme ça. Si on ne pouvait pas avoir les bonhommes, au moins on avait les casques. Je ne sais plus comment les casques sont arrivés, mais on a eu les casques, ok. Bon, la séance reprend, Senna met son casque, il fait un tour, il revient, il sort de la bagnole furieux, il va engueuler les mécaniciens. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait une trace de pouce, sur la visière. C'était le tien? Et c'était un copain photographe qui, quand il avait pris le casque, il avait laissé son empreinte. Enfin voilà, bon, bref. Maintenant, de nos jours, ça aurait fait un scandale. Ah oui, c'est vrai que de nos jours, ça aurait pu être... fait un vrai scandale. Bon, peut-être que quelqu'un l'aurait nettoyé aujourd'hui, il aurait enlevé la visière, et puis voilà. Ouais, mais bon, ouais. Enfin bon, bref, donc, si tu veux, voilà. Et si je suis arrivé à la FIA comme ça, et c'était vraiment une bouteille à la mer. Hein. Ouais, c'est incroyable que le président... Ouais, moi j'y croyais pas du tout. Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'en 92, j'ai travaillé à Albertville sur les Jeux Olympiques d'hiver. Et j'avais une fonction de ce qu'ils appelaient syndic photo à la Plagne, où il y avait le bobsleigh et la luge. Quand j'ai contacté Max Mosley, je lui ai mis ça. Je lui ai dit, tiens, j'ai déjà travaillé aux Jeux Olympiques maintenant. Il paraît-il, ils m'ont dit après, que c'était ça qui était l'élément déclencheur. Comme quoi, tu vois... On fait jamais rien pour rien. Oui, voilà. Du coup, tu rentres à la FIA en 94. Donc là, tu prends un job. C'était quoi l'intitulé du job? Délégué photographe, mais en français, on appelle ça le syndic photo. Donc tu faisais tous les grands prix? Tous les grands prix. Beaucoup d'avions? Beaucoup d'avions, beaucoup d'hôtels. Tu voyages en business quand même? Oui, mais ça a été un énorme. Alors ça, je ne te raconte pas. Quand j'étais photographe, j'ai jamais de ma vie voyagé en business. On prenait les avions les moins chers possibles,
C'est-à-dire qu'à chaque fois, on faisait des multi-escales. Je te dis un truc, par exemple, pour aller à Kialami. Je me rappelle que j'ai fait Paris-Rome, Rome-Le Caire, Le Caire-Nairobi, Nairobi-Jobourg. Ah oui. Donc quand tu arrives à T'es fatigué. t'es en classe économique, bien sûr. Ah ouais. T'es ici. Bon, bref. Et là, à la FIA, j'arrive avant le premier Grand Prix en 94. Et un des services il me vient, il me dit voilà, tiens, voilà ton billet. Un billet Air France, classe affaires. Je suis tombé de l'armoire. Hein. Ah ouais. Et j'ai demandé, j'ai dit à l'époque, le pauvre, il n'est plus avec nous maintenant, le DIRCOM de l'époque, Francesco. Et j'avais dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, va t'acheter un pantalon bleu, moi je m'occupe de la chemise, et va t'acheter une paire de genre Timberland, machin, un truc comme ça. Bon. Donc, et il me dit, tu le mettras sur les notes de frais. Donc, Bienvenue à la FIA. je vous rappelle, j'ai été chez, je crois que chez Carrefour, un truc comme ça, pour essayer de trouver un pantalon bleu. Je t'avoue que quand je suis monté dans l'avion, Ah, t'étais content. c'était, oh là là, c'était, si tu veux, c'était un tel décalage. Je ne veux pas faire le snob, hein, Lucas, je te jure que je ne veux pas faire le snob, mais la différence qu'il y a entre la classe affaires et la classe économique, elle est... C'est pas pour rien que ça s'appelle business, c'est que ça te permet de travailler quand t'arrives. Exactement. C'est ça. Le truc, c'est que ça, c'est ce que les gens ils oublient, c'est que quand nous, on arrivait par exemple au Brésil, il y a quand même 14 heures de vol. Hein. Déjà, le trajet entre l'aéroport et la ville, il est très long. Et quand tu arrives, tu vas à l'hôtel, tu prends une douche et pof, tu refiles au circuit. Hein. Du coup, j'en profite pour te demander, parce que ça m'intéresse. En tant que délégué pour les photographes, ta journée type, c'était quoi? Ma journée type, déjà, elle commençait au bureau avec les accréditations. Avant le jeudi, où il y avait les premières conférences de presse et tout ça, c'est tout le travail en amont, c'est là où il y avait beaucoup de boulot. À partir du jeudi, c'était un peu en bande douce, parce que si tout était en place, surtout le vendredi matin, j'étais dans les stands, voir si tout se passait bien. Le vendredi après-midi, généralement, je faisais de la piste. Le samedi matin, je faisais de la piste. Le samedi après-midi, je faisais des stands, parce qu'il y a des qualifs. Okay. Et le dimanche, dans les stands aussi. Et le dimanche, je m'organisais pour qu'à la fin de la course, tous les photographes qui attendaient de l'autre côté puissent passer du côté de paddock, puissent traverser la piste et se mettre sur le praticable qui était en face du podium pour faire les cérémonies du podium. Et justement, du coup, il y a pas mal de photos de toi qu'on voit avec les pilotes au moment du podium, au moment où les voitures arrivent, tu sais, où les pilotes arrivent. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Il fallait canaliser l'arrivée des photographes qui traversent la voie des stands. Une fois que le drapeau d'ami est donné, et il fallait que je fasse ça avant que toutes les voitures rentrent dans le parc fermé. Donc si tu veux, j'avais à peu près 2 minutes pour que les gars, parce qu'ils ne font pas un tour rapide, mais le tour de désaccélération, le temps qu'ils rentrent dans le parc fermé, il fallait qu'à ce moment-là, tout le monde soit en place, pour le parc fermé reste le parc fermé. C'est un peu l'école primaire. Hein. Ouais, du coup, toi, tu faisais un peu, entre guillemets, la police des photographes pour être sûr que tout était respecté. J'ai jamais trop aimé ce terme-là, mais c'était ça. Moi, pendant tout ce temps-là, j'avais la radio, ouais. et j'avais les ordres de machin, pas tiens ceci, pas tiens cela. Tout ce que je voulais, moi, c'était faciliter le travail des photographes et les mettre en accord le plus possible avec toutes ces interdits, toutes ces applications, toutes ces restrictions qu'il y avait. Oui, et qui mieux qu'un photographe pour faire ça? Oui, si tu veux, je vais te donner un exemple. Je choisissais aussi des pilotes en fonction de la couleur de leur combinaison, pour pas qu'il y ait que du blanc, ou que du bleu, ou que du rouge, ou que du bleu, tu vois ce que je veux dire. Mais après, j'avais les attachés de presse qui viennent voir, ah oui, mais pourquoi tu mets machin là, et à côté de machin, et à côté de machin, et pourquoi tu mets pas. Et puis en plus, le directeur de la com me dit, il faut mettre Ferrari là, il faut mettre McLaren là, enfin, tu vois. Ouais, il faut être solide quand même. Tant qu'on discutait, ça allait, ce qu'il fallait, c'est qu'il n'y ait pas de rupture. Est-ce que du coup, ta passion, c'était la photo, ou ta passion, c'était le sport auto? La passion, c'était la photo. D'accord. Et le sport auto. Mais la passion, c'était la photo d'abord. Est-ce que tu considères que tu as abandonné ta passion, ou est-ce que c'est un compromis qui allait bien vis-à-vis de ta vie, puisque au final, le sport auto, c'est quelque chose que tu adores? C'est ça, exactement. C'est un compromis. J'ai été photographe grâce à Suzanne. Sans elle, sans son aide, sans sa... Ta femme, Suzanne, c'est ça. Je précise. Mon épouse, Suzanne. Et à la fin, je m'étais dit, bon, je me suis fait plaisir, je me suis baladé, il y a des enfants à la maison. L'aspect financier devenait très, très compliqué. Les conditions de travail étaient très difficiles. Et quand j'ai eu cette opportunité à la FIA, le secrétaire général m'a dit, écoute, si tu veux,
je te donne 24 heures, 48 heures pour réfléchir à cette proposition. Parce qu'il m'avait donné les 4 premiers Grands Prix. Et j'ai dit non, vous allez changer la vie, je signe tout de suite. Et il faut toujours faire des choix dans la vie, ok? Je suis parti quand j'étais jeune, je suis parti en Amérique, je me suis bien baladé, hein, je me suis bien amusé. Et après, puis il y avait aussi ce sentiment de vouloir aider les photographes. Et si tu veux, ce qui m'a un peu blessé, un peu beaucoup, je dis un peu à la caméra, je pense beaucoup. Quand j'ai été coupé, qui m'ont arrêté, qui m'ont dit ça suffit. Non, tu parles de 2017. 2017. C'est ça. Où en fait, tu as fait ta dernière saison en 2016. Et en 2017. J'ai fait la saison 2016 et la saison 2017, mais ça n'a pas été très bien de leur part. C'est ça, c'est là que nous on s'est rencontrés en 2018, donc c'est juste avant que tu prennes ta retraite, ça faisait un petit moment que tu n'étais plus sur les circuits. Ben, exactement. Voilà, parce que, si tu veux, c'est que j'avais été aux essais privés de Barcelone en février 2017. Et juste avant le départ du premier Grand Prix à Melbourne, ils m'ont dit game over. Toi, tu aurais pu continuer J'aurais pu continuer encore 50 ans. Et tu te sentais encore en forme de faire les avions, le voyage et tout? Oui, on voyageait dans de très très bonnes conditions. On allait dans des très beaux hôtels. Je veux dire, à côté de la période où j'étais photographe, où j'allais dans des oui-oui, je veux dire que là, je ne pouvais pas me plaindre. C'était très bien. Les 2 années où on a travaillé ensemble, moi j'étais au bureau, je me sentais comme un placard. Mais bon, je m'étais dit, bon, écoute, je sais que c'est en plein débat en ce moment, mais j'avais besoin d'aller jusqu'à un certain âge pour avoir mes annuités. Parce que quand tu es travailleur indépendant, comme j'étais pendant très longtemps, puis en plus de ma période aux États-Unis, les points retraite, j'avais 0. Tu vois, donc c'était... On est dans le thème, hein. On est le 7 mars, journée de grève nationale. On est en plein dedans, ouais. On est en plein dedans. Mais c'était au-delà de ça, je m'en foutais de tous ces trucs-là. Je voulais vraiment continuer. Bon, ils ont décidé autrement. J'ai une nouvelle vie, elle me va très bien, il n'y a pas de souci. À chaque fois, je me disais, Pat, parce que ça se sent quand tu dis que tu voulais pas arrêter, que tu aurais pu refaire 25 ans à la FIA avec ce job. Alors, on sent ta passion. Mais du coup, j'en profite pour revenir. Au moment où tu bossais en tant que delegate des photographes, tu côtoyais les pilotes. Oui. Beaucoup. Tu les connaissais potentiellement. Oui. J'ai envie de te poser la question, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de te demander. C'était qui le plus cool C'est qui le plus cool avec qui tu as bossé? Avec qui tu as côtoyé, on va dire. Il y en a plusieurs, mais le plus cool, c'était Jacques Lafitte. Ouais. Pour moi, c'était Jacques parce qu'il était complètement naturel. Moi, je me rappelle très bien un jour à Zellweg, maintenant c'est Spielberg. Il m'avait raconté, il était chez Ligier, et il m'avait dit, tu vois, là, j'ai raté une vitesse, et il y a machin qui m'a passé. Et il m'avait dit, tu vois, maintenant, avec les voitures, avec les boîtes qu'il y a maintenant, ça n'arrive pas. Ouais. Tu rates pas de vitesse maintenant, tu les passes à l'avance. Avec un nain, c'était bien, mais c'était juste bien. Ayrton, c'était très difficile. Ah ouais? Mais bon, c'était pas, ça n'empêchait rien. Schumacher? Oui, mais tu avais toujours l'impression qu'il disait bonjour à l'uniforme. Ok. Et je m'excuse de dire ça parce que je sais qu'il n'est pas dans une condition très bien, mais il y en avait beaucoup. Si tu veux, à l'époque, on disait toujours ça, on disait que dans le paddock, ils disent bonjour au pass, au laisser-passer, plutôt que ça dépend du niveau de laisser-passer que tu as. Et là, les gens, ils font des salam alek. C'est vrai. Mais oui, c'était adorable. Hein. Je vais te demander. Vraiment, il est complètement différent de ce que les gens peuvent penser. Hein. Adorable. Et à une certaine époque, à l'époque, il était chez McLaren, il haïssait les photographes. Et je lui avais demandé à l'époque, j'ai dit, attends, Lewis l'appelait Lou. J'ai dit, Lou, pourquoi que c'est quoi? Il me dit, mais non, ils me font chier parce qu'ils veulent... Mais je dis, tu t'en fous, ignore-les. Je lui avais dit, écoute, tu traverses le paddock comme s'il n'existait pas. Ne prête pas d'attention, c'est la seule façon qu'ils vont pas t'emmerder. Parce que si tu te caches, tu mets des grosses lunettes, un gros chapeau et machin, ils vont t'emmerder. Nelson Piquet, génial. Le père, le fils aussi, mais le père, génial. Génial, un garçon adorable. Il y a une anecdote là-dessus. Une année au Brésil, tu sais qu'il y a l'antagonisme entre Sao Paulo et Rio, comme Paris et Marseille, quoi, si tu veux, en gros. Hein. Nelson Piquet avait écrit dans la presse locale qu'il doutait des orientations sexuelles d'Ayrton. Voilà. Ah oui, ce genre de déclaration. Il avait mis ça, il avait des doutes. Et si tu veux, le problème
de l'homosexualité au Brésil, c'est accepté, il n'y a pas de problème, c'est un des pays les plus ouverts du monde. Mais ça touche à une certaine sensibilité. Et nous, on avait été voir Ayrton, je me rappelle, à Rio. Cette année-là, il était chez Lotus à l'époque. On avait été voir Ayrton, on lui avait dit, mais t'es un con. Je dis, écoute, tu viens demain avec 8 nanas et tu nous dis, nous on fait les photos et là, on va lui fermer le claquet. Il l'a jamais fait, bien sûr. Ça, c'était Senna. Il n'était jamais... Mais Piqué, il faisait toujours des trucs... Mais c'était rigolo avec lui. Hein. Je retiens quand même que vous avez dit t'es un con à Senna, quoi. ça, il en faut pour le faire, à mon avis, vu le personnage. Mais il y a eu... Le problème, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était ambivalent parce que c'était très difficile. Je ne voulais pas être trop ami avec un pilote. C'est ce que je vais te demander d'ailleurs. Est-ce que c'était possible de se rapprocher ou est-ce que c'était fermé? Est-ce qu'ils étaient ouverts à ça? Est-ce que ça a changé à travers le temps? Ça a changé parce que maintenant il y a 50 000 attachés de presse. Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais il faut chier tout le monde. Je veux dire, tu ne peux pas les approcher. Il faut un rendez-vous, il ne faut pas de rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, c'était plus... Regarde, à Rio, ce qui a généré l'application des services médicaux sur les Grands Prix, c'était l'accident de Philippe Streff. Il y a eu 2 années avant l'accident d'Elio de Angelis au Ricard en essai privé. Les interférences, nos communications avec les pilotes, c'était génial. Et sinon, on sortait en ville, on allait dans le restaurant, machin, et tu rencontrais des mécanos. Les mécanos, moi, je te jure, on était dans une boîte une fois. Vous avez fait quelques soirées? Attends, on avait été dans une boîte, il y avait tous les mécanos de chez McLaren, de chez Williams, qui étaient, pardonnez-moi, beurrés comme mais beurrés de chez beurrés, hein, vraiment bien plein. Hein. Et il y avait des jeunes filles qui étaient plus ou moins habillées, d'ailleurs moins que plus. Oh là 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 là, c'était... Mais bon, avant que je sois en F1, il y a eu les années 60, il paraît que c'est encore plus sympa. Et qu'avant, dans les années 50, enfin, je peux remonter comme ça pendant... Tu vois ce que je veux dire? C'était tout ça pour dire que c'était... Et j'ai toujours aimé la F1 parce que, si tu veux, photographiquement, d'un point de vue photographique, c'était très, très, très intéressant à photographier. Les photographes de rallye, à juste titre, disent que de placer la voiture dans un environnement naturel, ils ont plus d'opportunités. C'est vrai. Mais très malheureusement, si tu veux, malheureusement, le rallye, c'est bien moins populaire que la F1 à tort, parce que c'est une discipline sensationnelle. C'est fou. C'est incroyable le rallye. Mais c'est comme ça, si tu veux. Moi, je pense, d'un avis personnel, hein, maintenant ils ont changé parce qu'ils les ont fait que les voitures ressemblent un peu trop aux voitures que tout le monde peut acheter. Donc les gens se disent, une F1, tu peux pas, ça ressemble à rien. Ah, c'est unique. Je pense que là, en ce moment, Liberty, ils vont dans un sens trop Hollywood, comme tout le monde dit. Disneyland presque. Ça, mais bon. Les pilotes aiment bien par exemple Bakou, mais pour moi Bakou ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Miami, avec la marina en faux, bon ça va quoi. Là ils ont abusé. Là. Ouais, ça veut rien dire. Ouais. Tout le monde parle de Las Vegas. J'ai fait en tant que photographe les 2 premiers Grands Prix en 81 ou 81-82, je sais plus. 82 je crois. En fait ils avaient mis des bétons, des blocs de béton. Et ils avaient fait un espèce de circuit, Personnellement, moi, je suis pas contre le fait qu'on aille découvrir d'autres trucs, mais par contre, ce qui me dérange, c'est qu'on coupe Spa, qu'on coupe le Grand Prix de France, qu'on coupe des circuits comme ça, et qu'on aille pour aller sur des circuits qui n'ont, un sens au niveau du business, mais qui faut, au niveau du racing, au niveau de l'histoire, aller dans le mauvais sens, quoi. Des milliards de fois, les écuries anglaises se sont plaints de Magny-Cours. Les gens, ils l'appelaient Never Neverland. Il n'y a rien à Magny-Cours, on ne peut rien faire, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de ceci. Et je leur disais à chaque fois, ah oui, mais c'est vrai qu'à Silverstone, c'est en plein milieu d'une grande ville. Hein. On ne pouvait rien dire parce que c'était Silverstone. Et si tu veux, le problème de la F1, des circuits d'avant par rapport au circuit de maintenant, c'est justement ça. C'est le Ricard, il est loin de tout, les accès sont compliqués, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de machin, et ça va pas, ça. Il y a un aérodrome à côté, ils peuvent venir avec leur avion, leur hélicoptère, tout ce qu'ils veulent, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ils veulent maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est de faire un show.
à chaque fois de faire un événement. Ils l'ont dit, hein. Et Liberty Media l'a dit, ils veulent faire un Super Bowl pour chaque Grand Prix. Tu penses que ça va dans le mauvais sens? Oui, dans le sens que par rapport à l'histoire, mais non d'un point de vue pour le futur. Et puis, de toute évidence, et eux qui ont raison, vu les résultats financiers. J'espère qu'on aura un Grand Prix de France quand même dans les prochaines années. Ça va pas être facile, mais Liberty, ils ont dit qu'ils voulaient même couper Monaco. Attends. c'est ça qui me dérange, moi. Tu vois, c'est-à-dire que là, il faut quand même arriver à trouver l'équilibre entre avancer et quand même respecter les valeurs de base de la Formule 1, l'histoire, etc. Quoi. Tu peux pas... Moi, quand j'étais en photographe en F1 et ensuite à la FIA, on faisait les 16, 18 Grands Prix maximum par an. Là, ils en sont à 23. Il y a 24 souhaités. Voilà, souhaités. Peut-être même 25, ok. Et le truc, c'est que quand tu regardes à l'époque de Stewart, tu vas me dire, oui, il faisait 11 Grands Prix dans l'année, ou 12, tu vois. On dit, attends. Bah, tu vois, j'ose même pas imaginer en fait aujourd'hui l'intensité de la chose pour 23 Grands Prix pour le staff. C'est-à-dire que moi, je le vois, hein, pour nous, les créateurs de contenu entre guillemets et les journalistes qui bougent pas, c'est-à-dire que nous, on a nos vidéos à faire, on a les plateaux, etc. les week-ends, mais si tu as les déplacements à faire, mais 23 Grands Prix entre mars et fin novembre ou début décembre, c'est intenable. Je sais pas comment, enfin pour moi, idéalement, ça aurait été ce que toi tu as vécu en 2016, 2015, c'est-à-dire 18, 19 Grands Prix, là, bien équilibré, bien réparti, avec pas des double headers et des triple headers, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, ce serait plus équilibré d'en avoir 2-3 de moins, quoi. Oui, bien sûr. Pat, j'en profite parce que je voulais te demander tout à l'heure, mais on a un peu dérivé, mais je t'ai posé la question pour les pilotes que tu avais trouvé les plus cool et les plus agréables à côtoyer. Question inverse, c'était qui avec qui les relations étaient les plus difficiles? Le plus désagréable, ça a été Mansell à l'époque de Williams. Ouais. Ayrton, d'une certaine façon. Ouais. C'était pas facile avec Ayrton de lui demander, attends, je vais demander à mon manager, attends, je vais faire ceci. Il y a des pilotes qui étaient très chiants. Palmer. Ah oui, le père. Le père. Ouais. Ah, c'était quelque chose, lui. Hein. C'était quelque chose. Il est mieux. Il était mieux une fois qu'il a fini sa carrière, mais c'était quelque chose. Hein. Moi, je dis un truc, Lucas, je m'en fous. Quand j'étais photographe, des photos de Palmer, j'ai dû en vendre une demi-douzaine, tu vois, même pas. Donc, tu vois ce que je veux dire? Qui veulent pas faire les photos, c'était pas dramatique. Ce qui était emmerdant, c'est les Piquet, les Senna, les Prost. Ça, c'était important, mais les autres, non. Faisons un petit bond dans le temps, Pat, si tu veux bien. Pour préciser, tu as été donc en F1 de 94 à la FIA, pardon, de 94 à 2010, puis de 2012 jusqu'à de fin 2011 jusqu'à 2017. Entre 2010 et 2011, tu as fait un truc qui moi m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Tu as été en karting. Donc tu vas nous expliquer, mais tu t'occupais tu étais à la FIA délégué pour le karting. À l'époque, en karting, il y avait tous les mecs qui sont en Formule 1 aujourd'hui. Verstappen, Leclerc, Albon, De Vries, tout ça. Et du coup, j'ai envie de te poser la question. Deux choses. Est-ce que ces gars-là étaient impressionnants? Et est-ce que tu aurais pu imaginer qu'ils arriveraient là? Oui, mais j'ai eu tout faux. Parce que pour moi, Max Verstappen n'était pas impressionnant. Celui qui était superbement impressionnant au-dessus de tout le monde, c'est Nick De Vries. Ouais. Et j'aurais parié $1 million sur lui. Et il vient d'arriver. Oui, il vient d'arriver. Mais bon, Max, il est 2 fois champion du monde de F1. 2 ou 3? Mais le truc, c'est que Nick, il a été double champion du monde de karting. Mais personne n'en parle. Quand on cite on dit, bon, il a été champion de F2, il a été champion de F3, il a fait de la FE, il a fait ceci. Il dit jamais de karting. Il ne parle pas qu'il était... Nick De Vries était double. Et je te jure, je l'ai vu. La façon dont il a gagné son premier championnat du monde, Nick De Vries, c'était du Senna tout craché. Il était derrière un Anglais qui s'appelait Chamberlain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, j'en sais rien. Il lui a tapé, mais alors, il était comme ça, là, pas dans sa boîte de vitesse, mais dans son cul, comme ça tout le temps, ok?
Les courses de karting, ça dure quoi 10 tours 12 tours, même pas, tu vois. Il était comme ça, le dernier enfilement, c'était un enfilement comme ça, un premier droite, un gauche et un droite, ok. Et il arrive dans le droit, il lui met le machin, il lui le met au cul, l'autre, ou s'énerve, ou le machin. Il a dit après que ses chaussettes ses pneus étaient morts. Il est parti large, Nick est passé, et après le dernier virage, l'autre il n'a pas pu ramarer, c'était ça. Et tous les trucs, il a fait une course. Si tu regardes sur YouTube, il y a une course à Wackersdorf en Allemagne. Il était brillantissime. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il sait après. Je suppose qu'il y a eu des embrouilles avec Ron Dennis, j'en sais rien. Certains m'ont dit qu'il a découvert les filles. Peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais en karting, il était brillantissime. Il y a eu un autre, Pantano avant lui. Je te garantis que Pantano en karting, c'était un avion. Hein. Albon était brillant, mais j'avais tout faux. Parce que moi, j'aurais mis tout mon paquet sur De Vries. Et j'aurais pas mis un peu copec sur Max. Ça, c'est incroyable. Hein. Et Max, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé là? C'est après, quand il est passé en voiture. Mais c'est très souvent le cas qu'il y a certains pilotes de karting qui s'adaptent très bien à la bagnole, à la F3, ou la F4, la F3, peu importe. Et il y en a qui ne s'adaptent pas. Du coup, pour en revenir à Max, on en a beaucoup entendu parler de la relation avec son père. Toi qui étais sur place, comment c'était? Il était infâme avec son fils. Il était vraiment infâme, vraiment très dur. Hein. Très très dur, il le traitait comme de la merde et tout. C'est un gamin, c'est vraiment... Tu sais, je veux dire, en karting, ce qu'ils appellent l'après-gris, tu as le droit à une personne, pas 55 personnes, une personne. Tu avances avec le karting, le pilote va chercher son bidon d'essence, il met l'essence, les pneus, il remet tout ça, puis après, il y a un contrôle pour voir la largeur des pneus arrière. Et il l'engueulait, mais il l'engueulait comme du poisson pourri. Et moi, j'étais avec mes GoPro, machin, et chaque fois, il me disait « Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Parce qu'il me disait que ça, comme c'était sur le devant du karting, que ça empêchait l'aérodynamisme, si tu veux, ça bloquait. C'est vrai que la caméra étant comme ça, tu pouvais poser la question. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, Joss, et je le connais, Joss, parce que je l'avais vu courir. Et je lui ai dit, Joss, écoute, va voir mes patrons, mais viens pas me faire. Moi, j'ai un boulot à faire, c'est tout ce que je fais. On me demande de mettre les caméras, je mets les caméras. Du fait que tu aies été en karting à cette période-là, avec ces mecs-là qu'on voit aujourd'hui évoluer en Formule 1, je voulais te parler de Charles Leclerc. Charles Leclerc que tu as vu donc en karting, on en a parlé très brièvement. Est-ce que tu penses qu'il va être champion du monde, Charles Leclerc? Oui, parce qu'il a la même trempe que Alain. Il est le même genre de pilote qu'Alain Prost. L'année dernière, ça a été dramatique parce qu'il aurait dû gagner au moins 2-3 courses de plus que ce qu'il a gagné. Qu'il eût été champion du monde par rapport à Max, peut-être pas, mais c'est tout ce que j'ai peur de Charles, c'est qu'un jour il en ait marre et qu'il dise basta così, hein, ça va, ça suffit. Le problème, c'est que même s'il fait ci, il fait ça, il va où? Non, je pense qu'il doit avoir confiance en Ferrari et en Fred Vasseur, mais je me demande, et là peut-être tu vas pouvoir m'aider sur cette réflexion, qu'est-ce qui lui manque à Charles Leclerc aujourd'hui? Est-ce que c'est son équipe? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est les deux? Des fois, lui, il manque un peu de ce qu'il a fait au Ricard l'année dernière ou l'année avant. L'année dernière, ouais. L'année dernière, ça, c'était pas malin. Le truc, si tu veux, ce qui est le drame chez Ferrari, c'est que, et tout le monde le sait, ça, c'est que tu as un employé de chez Ferrari qui vient, il va voir le patron, il dit « Ah oui, j'ai mon petit-fils, mon petit cousin, de ma deuxième cousine, de ma tante, de mon machin, qui est en Sicile et qui voudrait travailler là, Et tu vois ce que je veux dire? Ça va pas, ça, c'est fini, ça. Je pense que Fred, il va canaliser ça, parce que lui, il l'a dit, et il a raison, il s'occupe pas de la partie technique. Il va laisser ça, et pour ça, Laurent Mekies, il est bien. Tu penses que Fred Vasseur, c'est le nouveau Jean Todt ou pas? Oui, mais en moins Napoléon. Ok. Si je peux me permettre cette expression. Pardonne-moi, Jean. Mais il est comme lui, il est plus cartésien, il est plus terre à terre, il est plus... il va dire les choses en face, comme il a dit là ce week-end, hein, il a été très correct. Il a dit oui, bon, il y a eu quelque chose. Terre à terre, quoi. Pas dans la langue de bois, à la différence de ce que faisait Mattia Binotto d'ailleurs. J'en profite pour rebondir du coup sur une autre question, mais j'en profite parce que tu as parlé de Jean Todt. Toi, tu as connu une FIA avec Jean Todt, tu as aussi connu une FIA avec Max Mosley. Et avec Jean-Marie Balestre. Et avec Jean-Marie Balestre. Aujourd'hui, il y a des problèmes à la FIA.
Il y en a beaucoup. Toi, tu as connu une FIA, je pense, plus stable, même s'il y a peut-être eu des moments où c'était peut-être plus alternatif. Tu penses que c'est quoi aujourd'hui qui va pas? À l'époque, il y avait une entente cordiale, pour pas dire une entente plus que cordiale, entre Max et Bernie. Et chacun savait où était sa position, et les positions de l'un par rapport à l'autre, de l'autre par rapport à l'un, étaient clairement établies, et jamais personne, et jamais l'un et l'autre n'ont dérogé à cette règle. L'exemple du président actuel, Ben Sulayem, ce qu'il a dit avec Christian Horner à la remise des prix de la FIA, Sacré malaise. Hein. Ça, c'était... moi, j'ai trouvé que c'était ni l'endroit, ni le moment, ni le... ça servait à rien. Mais c'était bizarre en plus. C'était vraiment bizarre, oui. Ah oui, je vous rappelais, la FIA, ils font ci, ils font ça, c'est grâce à... C'est pas vous qui avez payé la coupe. Enfin, ça veut rien dire, ça. Parce que tu te dis, mais pourquoi tu dis ça maintenant? Quel est le problème, tu vois? Le malaise. Ils vont dire que c'est des problèmes de relations publiques. Peut-être, mais le truc, c'est que c'était ni l'endroit, ni le lieu, ni machin. Ça servait à rien. Tout ce que ça a créé, c'est que les gens se sont posés des questions, alors qu'il n'y avait pas besoin de le faire là. La remise des prix de la FIA, c'est quand même très convivial, très cérémonial, machin. Merci beaucoup, vous êtes formidable, Moi, j'en ai fait des dizaines des cérémonies. Le truc, c'est que si tu veux t'as toujours... Et là, même après, ce qu'il a dit sur les règlements, tout, Ouais, il y a beaucoup de choses qui font que là, ça... Mais le pire, c'est que ça tangue depuis longtemps. Hein. Et là, en 2022, ça a été catastrophique au niveau de la direction de course. Il y a eu Masi, juste avant, qui, au final, ne faisait pas un si mauvais travail que ça quand on a vu 2022. Bon, il y a la polémique de la fin de l'année 2021. Mais ça paraît quand même, ça paraît bancal, quoi. Michael Massey, je l'avais vu avant, parce que Michael Massey, à Melbourne, il était directeur de course des supercars, là, les grosses voitures, les NASCAR australiens, si je peux parler comme ça. Elles sont bien, hein, ces voitures. Hein. Ouais, bon, bref, quand il y a eu l'accident de Charlie, ils se sont trouvés dépourvus, c'était le jeudi matin. Ce qui s'est passé, Lucas... En Australie. En Australie. Charlie, quand on disait, nous, on avait on avait un planning, on disait, voilà, le 21, il part à 7h du matin, le 22, il part à 7h05. Et Charlie, lui, il partait, quand il disait qu'il partait à 7h, c'était pas à 7h02 ou 7h03, il partait à 7h. Il était toujours là, pile poil à l'heure. Et quand il n'a pas été à l'heure pour aller au circuit avec sa voiture, ils se sont inquiétés. Ils ont été tapés à sa porte, pas de réponse. C'est le docteur de la FIA qui a été voir, qui a constaté le décès. Il a fait une embolie pulmonaire. Comme quoi, tu vois, et pourtant, je ne veux rien dire parce que le pauvre, j'étais très copain avec Charlie. Il est peut-être pas très copain avec moi, mais bon, j'étais très copain avec lui. J'apprécie beaucoup sa compagnie. Tous les gens vont te raconter 10 000 trucs sur Charlie. Moi, j'ai vu Charlie faire des briefings avec les pilotes. À l'époque, il nous avait demandé d'y aller. Okay. Alors, on n'y allait pas à grand groupe, mais ils disaient, venez voir comment ça se passe, machin. Et je l'ai vu, les briefings de pilotes avec Charlie, même les Michael Schumacher, et tout ça, ils étaient comme des petits garçons. Il y avait une vraie relation entre eux. Ils se parlaient vraiment beaucoup. C'était pas le maître et les élèves, mais si tu veux, il avait une autorité. Charlie, il avait vraiment une autorité. De par son expérience, peut-être de par son histoire. C'était très intéressant de voir les pilotes, la façon dont ils posaient les questions, parce que Charlie répondait tout. Et le truc, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est que Charlie, pendant toutes les années où il était directeur de course, il a commencé, je crois, en 86 à la FIA, tous les règlements sportifs et techniques, et c'est lui qui les a élaborés. Il les a écrits. Quand les gens râlaient quand ils posaient une question sur le règlement sportif, c'est parce que c'est lui qui l'a écrit. C'est toi, tu veux écrire un texte, puis tu te rappelles de ce que tu as écrit. Ben, c'était ça. Du coup, Pat, je voulais te poser une dernière question, un peu plus personnelle, du coup, avant de finir. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire que tu n'as pas pu faire dans ce métier, dans ce milieu? Caméraman de cinéma. Caméraman de cinéma. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué, ou musicien. Ouais. Du coup, Pat, pour te remercier, j'ai un petit cadeau. Malheureusement, c'est pas une caméra de cinéma,
Mais je pense que ça va te plaire. Je te laisse ouvrir. Ah d'accord. Bon, voilà, celle-là, je crois que tu l'avais pas. Non, non. C'est bien, bravo. Merci beaucoup. Merci pour ce temps et pour l'occasion que tu m'as donnée de m'exprimer. Je suis vraiment très très content. S'il y a quelqu'un qui a une façon, une méthode ou d'enlever 40 ans à mon passeport actuel, eh ben je recommence tout comme avant. Ouais, c'est la passion, c'est beau. Hein. Patience, c'est tout. Ouais. Pat, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi, c'était vraiment cool. Je suis hyper content qu'on ait pu enfin la faire. C'était hyper cool, j'adore tes histoires. Moi j'en connaissais une partie, mais tu vois, pas tout. Et je pense que ça va avoir beaucoup plu aux gens qui nous ont suivis. On va retrouver ça sur la chaîne, on va retrouver ça en podcast aussi. C'est la première et je suis vraiment content d'avoir fait avec toi. Merci beaucoup. Très bonne continuation avec tous mes vœux.